Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir une fois de plus renouvelé votre confiance sans cesse en Renaissance Télévision pour ce énième numéro de l'émission Le Dimanche Politique. L'invité de ce dimanche s'appelle Raymond Ndonsima. Il est ancien Premier ministre de la République gabonaise et économiste d'envergure. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est naturel. Monsieur le Premier ministre, actualité oblige, on va d'abord commencer par le coronavirus qui sévit le monde et qui n'épargne pas notre pays, le Gabon. Le gouvernement de la République, à la suite de l'apparition de cette pandémie au Gabon, c'était très exactement en mars dernier, a pris un certain nombre de mesures. Comment avez-vous apprécié ces mesures? Bon, je pense que tout le monde a d'abord été surpris par la maladie parce que évidemment, quelque chose de tout à fait inédit se produisait puisque tout le monde était touché dans tous les pays en même temps sans qu'on ne sache exactement quelle était la nature de la maladie. On avait une idée vague comme ça. Je pense que les premières mesures qui ont été prises ont porté sur le confinement de la population, les mesures de distanciation entre les personnes pour éviter, comme nous sommes là, de se contaminer, pour éviter que la maladie ne se propage trop vite. Et je pense que par la suite, le gouvernement a préconisé l'utilisation des masques, de toute forme de masques pour essayer de contenir de toute façon la maladie. Il me semble que c'était des bonnes mesures, que le monde entier a plus ou moins procédé de la même façon. En tout cas, tous les autres pays africains ont fait plus ou moins la même chose. Et je n'ai pas de raison d'avoir des objections sur cette façon de faire. Je pense que c'était la meilleure façon de procéder. J'ai soutenu cela, j'ai écrit des posts sur ma petite page Facebook, etc., pour dire aux gens qu'il fallait adopter les mesures barrières, mettre les masques, etc. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous sommes aujourd'hui à 3000 cas testés positifs au Gabon, 3000 et poussières. Est-ce que ces mesures ont porté leurs fruits? Vous savez, la question des mesures que l'on prend à l'heure actuelle est une question qu'on devrait examiner avec plus de soin. En premier lieu, il n'y a pas homogénéité statistique. Il n'y a pas homogénéité statistique entre les informations que l'on donne maintenant et les informations qu'on donnait au mois de mars. Au mois de mars, on comptait les gens qui se présentaient à une consultation et qui étaient déjà fiévreux, qui se sentaient malades. Ce sont ces gens-là qu'on a diagnostiqués. À l'heure actuelle, on a un nombre de personnes diagnostiquées qui correspond à des gens qui ont été, qui ont fait l'objet d'un diagnostic préventif. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens se présentent, on va les tester. Alors qu'avant, c'était des gens qui étaient malades. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas du tout malades, qui sont testés. Ce qui veut dire qu'on ne compare pas forcément la même population. Ça, c'est une première chose. Ensuite, 3000 malades à l'heure actuelle. C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup du tout. C'est très, 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 très insignifiant. Pourquoi? À l'heure où tout le monde s'alarme, bien sûr. Les gens s'alarment à tort. Et nous faisons partie des gens qui rentrent comme ça parce qu'il faut parler, parce qu'il faut s'alarmer. On n'a pas de raison de s'alarmer. Je vais vous donner 2 exemples. Le Gabon a une population de 2 millions d'habitants, n'est-ce pas? Tout à fait. 2 millions d'habitants. Officiellement, 2 millions d'habitants. La France a 66 millions d'habitants. 66 millions d'habitants. Si on fait le rapport démographique entre la France et le Gabon, 66 millions divisé par 2 millions, ça fait 33. Statistiquement, la France a 33 fois plus de population que le Gabon. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Ok, 33, c'est un rapport de 33. La France a 25 000 morts. La France compte 25 000 morts. Un peu plus même. Et nous comptons 14, 15 morts. 20 déjà. 20 morts.
Si nous faisons le ratio des 25 000 morts divisé par 33, on est autour de 760, presque 800 personnes. Comme on dit en économie, toutes choses égales par ailleurs, pour une population de 66 millions d'habitants en France et une population de 2 millions de personnes au Gabon, lorsque la France a 25 000 morts, le Gabon devrait être aujourd'hui, statistiquement, pour être dans des situations strictement comparables, à 780 morts. Nous sommes à 20 morts. Ça veut dire que nous sommes... Nous gérons mieux la crise? Non, ça veut dire que nous sommes à 2% de ce qui devrait être un chiffre qui permettait de comparer les choses entre elles. C'est-à-dire, pour 66 millions d'habitants, 225 000 morts. Pour 2 millions d'habitants, si on était à 800 morts, à ce moment-là, on dirait nous sommes en situation strictement équivalente. Sachant que notre système de santé, notre dispositif est plus faible que le dispositif français, nous devrions être probablement autour de 1500 à 2000 morts, ça serait la panique. Qu'est-ce qui explique cela? Permettez que je finisse. Allez-y. Or, nous sommes, comme vous venez de le dire, à 20 morts. Donc, le nombre de morts que nous avons, qui est déjà élevé, 20 c'est beaucoup, mais c'est un nombre, je vous rappelle, qui est de l'ordre de 2 à 2,5% de ce qu'il serait si on avait un strict rapport de proportionnalité. D'accord. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je n'appartiens pas au corps médical. Je fais un simple constat statistique. Et je constate que il y a 2 mois et demi, 3 mois, j'ai d'ailleurs écrit un post là-dessus qui a été fortement relayé en parlant de ces contradictions des plus forts, etc. C'est que si c'est nous qui avions eu le nombre de morts, si c'est un pays africain qui avait eu le nombre de morts que les pays européens ont, qu'un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, un pays comme la France, si c'est nous qui avions ce nombre de morts-là, et que eux, ils auraient le résultat que nous avons, nous, les pays africains, devaient nous l'imposer. On nous dirait, voilà, vous êtes des gens corrompus, vous avez fait ci, vous avez volé, machin, vous êtes incapables et tout. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Et je trouve que nous avons la victoire modeste. C'est un concours de circonstances. Non, nous avons la victoire modeste. Nous devrions parler un peu plus fort. C'est-à-dire, faire valoir que, dans le passé, on nous a fait des reproches sur des questions sur lesquelles peut-être les reproches n'étaient pas fondés. Parce que la preuve maintenant est donnée que lorsque la même situation se produit simultanément partout dans le même temps, ben les gens qui sont plus avancés que nous sont beaucoup plus touchés que nous. Monsieur Donc, oui. Voilà. Quelle explication? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est lié, comme certains l'ont dit, au fait que dans le passé, nous avons consommé, nous avons pris pour titre de certains traitements par ailleurs, des médicaments qui ont préparé nos organismes à résister. Peut-être. Peut-être que c'est nos organismes qui, ou bien c'est le milieu, je n'en sais rien. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous faites bien de parler de ces traitements. Il y a le Covid organique malgache aujourd'hui qui défraie la chronique. Le président malgache, André Rajoelina, dit qu'il a trouvé le remède et que ce remède est efficace. Il a testé à son peuple. On a vu une cargaison aller du côté de la Guinée équatoriale, le président Obiangema, et puis certains pays de la CEDEAO également ont commandé ce Covid organique. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, je parle de l'avis que vous pouvez donner en tant que personnalité du pays, par exemple, de recourir à ce Covid organique pour la santé des Gabonaises et des Gabonais? Bon, moi, je ne me contredis pas. Je vous dis, j'ai écrit un post et j'ai posé la question. Il y a la pharangicine. Fagaricine. C'est voilà. Un produit de chez nous. Qui est décrié par le COPID, bien sûr. Je ne sais pas s'il est décrit ou pas. Non, j'ai posé la question. Tout à fait. Mais qu'en est-il de ce produit chez nous? Mon avis est une position de principe. Lorsque les événements, la maladie a commencé à se répandre au mois de mars, nous avons entendu différents types de commentaires qui ont été faits, notamment en Europe. Il y a même eu des notes diplomatiques qui ont fuité, disant que c'était la panique. Les gens ont donné l'ordre à leurs ressortissants de partir, que c'était l'évacuation, parce que ça allait très mal, que ça allait mal se passer. Dans cette situation-là, lorsque vous êtes maintenant dos au mur, je considère que chacun joue le seul qu'il peut. Toute solution qui peut être utilisée doit être utilisée. Et ce n'est pas les organismes, les machins qui vont venir vous dire
Ne faites pas. Ce qu'on fait, c'est que chacun se dit, bon, entre mourir parce que, Et survivre. Et survivre, j'essaye. Parce que dans tous les cas de figure, si je ne fais pas, je risque de mourir. Donc, je considère que les Malgaches sont très bien faits. Il y a des gens qui craignent aussi les répercussions des menaces de la part de certaines institutions internationales, Bon, au cas où ça problème. passerait mal, quoi. Mais si tout le monde meurt, les organisations internationales vont donner leurs médicaments à qui? Si on est mort avant, à qui vont donner les médicaments? Et vu les coûts de ces médicaments à venir, si on n'a pas les moyens de payer, comment on fait? Moi, je pense que quand quelqu'un est, je répète, si vous êtes en forêt, moi je suis un homme de la forêt, je m'en vais en brousse, si je suis blessé, si je suis mordu par un serpent, et qu'on me dit que cet arbre-là arrête le venin, je ne commence pas par douter de cet arbre, je le mets. S'il arrête, tant mieux. S'il n'arrête pas, je continue à marcher pour aller vers. Vous aurez au moins essayé. J'aurai au moins essayé. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, suite à la pandémie du coronavirus, j'arrive. Le Premier ministre actuel, Julien Kogebe-Kalé, vous avez convoqué, quand je dis vous, à tour de rôle, à la primature, les éminents économistes de la République. Quelle était la teneur de vos discussions? Ah, mais je l'avais dit lors de la sortie de l'audience. La répétition est l'ami de la mémoire. Peut-être que certains n'ont pas suivi. Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre, je pense, a souhaité s'entourer de l'avis du plus grand nombre de gens. Et c'est tout à fait normal que dans une situation exceptionnelle, le Premier ministre appelle tout le monde, tous les gens qui sont disponibles pour échanger avec lui, pour que, je pense, pour qu'il arme le mieux possible la réponse qu'il apporte en tant que responsable des opérations du gouvernement. Je pense que c'était normal qu'on a échangé, lui donner des avis sur les questions qu'il posait, parce qu'il avait des préoccupations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était quoi les questions, par exemple? Ah, mais ça fait partie des échanges que nous avons eu avec lui. Oh, mais c'était des échanges qui concernaient la vie de la nation. Mais nous sommes des économistes, vous voyez bien que ça portait sur l'économie? Bien sûr, ça porte sur l'économie. Vous avez fait des suggestions? Non, on n'est pas au stade des suggestions. Quand un phénomène se produit, et c'est une des faiblesses de notre démarche, c'est de nous précipiter directement sur des mises en œuvre de solutions que personne n'a étudiées et alors que personne n'a même conceptualisé le problème général. Regardez bien les Européens, regardez les Occidentaux. Ils ne nous dominent pas pour rien. Ils nous dominent d'abord et avant tout parce qu'ils ont de la méthode. Quand un problème survient chez eux, bien sûr, on envoie des gens pour essayer de stopper immédiatement le problème qui est là, mais on met aussi des équipes au travail pour dire comment se présente ce problème. Qu'en est-il? Quels sont les contours de ce problème? Avant même d'aller aux solutions, c'est la première étape. Quel est le problème auquel nous devons faire face? Comment se définit ce problème? Et une fois qu'on a bien circonscrit le problème, il demande à d'autres équipes d'analyser les solutions. Quelles sont les solutions possibles? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions? Et c'est quand ils ont fait le tour de cette deuxième étape de la recherche de solutions qu'ils choisissent une solution et qu'ils la mettent en œuvre. Et c'est pour ça que lorsqu'ils mettent en œuvre, dès qu'ils ont une erreur dans la mise en œuvre, comme ils ont déjà balayé l'ensemble des hypothèses, ils peuvent rapidement corriger et revenir dans le droit chemin. Nous, on se précipite sur la solution. Donc l'heure n'était pas à la solution. Non, l'heure était à la compréhension du problème. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, à l'époque, j'avais dit aux gens, l'économie vient après la santé. Lorsque vos collègues m'avaient interviewé, j'ai répondu, on m'a dit, mais on a des problèmes économiques. J'ai répondu, attention, l'économie vient après la santé. Si nous sommes morts, il n'y a pas d'économie. Donc, la priorité est à l'action sanitaire. C'est parce que nous sommes vivants que nous pouvons continuer à fonctionner. Mais si nous sommes morts, il n'y a même plus personne pour vous préparer ou pour manger votre pain ou pour manger la banane. Par contre, on a besoin pour faire cette banane, pour faire ce pain, on a besoin de gens qui sont bien portants. Parce que s'ils sont malades, ils ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas produire. Alors, depuis quelque temps, Monsieur le Premier ministre, les voix s'élèvent pour décrier, par exemple, le couvre-feu, qui est l'une des mesures prises par l'exécutif, autant pour moi. Alors, certains estiment que ce couvre-feu paralyserait l'économie, l'activité économique. En tant qu'économiste que vous êtes, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une question que je trouve un peu difficile. Parce que nous opposons des choses qui ne sont pas de même niveau.
le gouvernement met en avant le principe de précaution. Il dit, je cherche par tous les moyens à freiner la propagation de la maladie. C'est sa perception. Nous qui sommes en quelque sorte soumis à cette mesure, ce qui nous préoccupe, c'est les libertés et les marges de manœuvre que nous avions et que nous sommes en train de perdre à cette occasion, et les conséquences. Le principe que j'ai retenu dans cette affaire, que je me suis imposé dans cette affaire, c'est de ne pas critiquer l'action du gouvernement. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire mieux que ce qu'on fait. Par exemple, pour que vous ne pensiez pas que je veux seulement leur mettre du baume sur le cœur. Par exemple, c'est totalement incompréhensible les checkpoints qui sont mis sur les routes partout et qui, à partir de 15h, 16h, constituent des entonnoirs où on ralentit la circulation sans qu'on ne comprenne pourquoi. Alors même que, en réalité, à partir de 15h, on devrait rendre la circulation la plus fluide possible pour qu'à 18h, on barre en disant que le gouvernement a décidé que personne ne doit circuler. Or, c'est l'inverse qu'on fait. Sans vous couper, il paraîtrait que vous aurez même été embêté dans un poste de contrôle, lorsque le confinement commençait, et s'emballer un peu la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était réellement vous? J'ai été arrêté à un poste de contrôle. Il ne vous a pas reconnu, le policier? Non, le policier m'a parfaitement reconnu. Ce qui s'est passé, c'est que le policier m'a demandé mon laissez-passer. Mais moi, j'allais à l'hôpital. J'ai un malade qui doit se rendre à l'hôpital obligatoirement. Donc, je devais aller à l'hôpital déposer ce malade. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a arrêté, d'ailleurs, ce fameux jour-là. Le deuxième jour de la mise en œuvre de machin. On m'a arrêté 3, 4 fois, 5 fois. Sauf que je n'ai pas de laisser passer. Je n'en ai d'ailleurs toujours pas. Mais vous circulez. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous avez un malade, par exemple, qui doit... C'est un cas exceptionnel d'ailleurs. Se faire soigner. Lui, il a sa carte. Il dit, voilà, moi, je dois aller faire une opération à l'hôpital. Et le policier dit, bon, celui que vous accompagnez, oui, monsieur, celui qui est avec vous est malade, a une carte, d'accord. Mais où est votre laissez-passer à vous? Ça représente quelque chose. J'ai trouvé que c'était presque de la provocation de la part du policier. Parce que même ses chefs ne pouvaient pas l'approuver. Si j'ai un malade qui doit aller à une opération à l'hôpital, qui ne peut pas conduire, son état de santé ne lui permet pas de conduire, je dois la déposer. Tout à fait. Comment voulez-vous que ce malade aille si je ne pars pas? Si on me dit, une ambulance vient le chercher, je n'ai pas de problème. Mais on ne m'a pas proposé d'ambulance. Donc, je suis obligé d'aller accompagner le malade. OK. Alors, vous êtes un opérateur économique très connu dans le secteur des transports. Hein? Comment appréciez-vous la mesure de la réduction des passagers, notamment dans les transports en commun, où il faut avoir 2 passagers derrière, et puis il n'y a pas de passagers côté chauffeur? Je vous répète, le gouvernement fait valoir le principe de précaution. Et le principe de précaution l'emporte sur les considérations économiques. La seule chose qu'on devrait regarder, c'est que, puisque cette contrainte-là existe, il faut que l'on trouve les contreparties permettant aux opérateurs économiques qui sont gênés par la mesure, qui subissent une pénalité du fait de cette mesure. Il faut trouver les contreparties qui permettent à ces opérateurs économiques de rattraper le manque à gagner. Mais si le gouvernement dit « je pense que la maladie peut se propager » et que le monde entier dit « la maladie risque de se propager », si la distance entre les gens n'est pas respectée, cette contrainte-là l'emporte sur les autres contraintes. Alors, avant de poursuivre l'émission, je voudrais revenir rapidement sur un point que j'ai oublié. Votre rencontre avec le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé. Certains ont estimé que le fait pour lui d'avoir appelé les économistes, qui sont aujourd'hui dans l'opposition pour la plupart, c'est un désaveu à son ministre de l'économie. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Premier ministre? Ceux qui raisonnent comme ça sont petits dans leur tête. Ils sont tout à fait petits. C'est-à-dire, Monsieur le Premier ministre? J'ai même entendu des gens me dire, mais comment est-ce que tu t'en vas répondre à un appel du Premier ministre? Nous sommes dans le Gabon. Nous sommes tous Gabonais. Et si quelqu'un est malade, la maladie ne choisit pas des opposants ou des non-opposants, des gens qui soutiennent le régime ou des gens qui ne soutiennent pas le régime. La maladie frappe tout le monde de la même façon. Quand on cherche une solution à un problème qui touche tout le monde, les clivages politiques doivent disparaître. C'est comme ça.
Je n'ai pas caché, j'ai dit, lorsque le Premier ministre m'a appelé, que oui, j'acceptais d'aller le rencontrer, je suis allé le voir immédiatement, et je n'ai pas manqué de le lui dire. Il faut consulter tout le monde. Parce que ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est pas une question de famille politique, c'est une question de solution à un problème qui nous concerne tous. Donc, le ministre, je ne crois pas, je ne vois pas en quoi le Premier ministre aurait désavoué son ministre de l'économie en demandant des avis d'autres personnes. D'ailleurs, il n'a pas consulté que des gens qui sont des économistes, entre guillemets, de l'opposition. L'économie n'est pas opposition majorité, l'économie est une économie de la nation générale. Et si le Premier ministre reçoit les avis des Gabonais, il reçoit aussi des avis des gens extérieurs, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Et ces gens-là, ils sont de quel parti? Alors, depuis l'avènement du coronavirus, Monsieur le Premier ministre, de vous à moi, comment se porte le Gabon économiquement parlant? Selon vos analyses, le Gabon se porte mal. Et il ne se porte pas seulement mal du fait du coronavirus. Il se porte mal parce que le coronavirus a eu en parallèle un phénomène, une évolution économique dans le monde du pétrolier qui est venu amplifier et aggraver la situation que nous connaissions déjà. Et ces deux événements concomitants, c'est-à-dire la baisse des prix du pétrole et le coronavirus qui entraîne un ralentissement de l'activité, ces deux événements sont venus se coucher, se poser sur un terreau qui était déjà mauvais. La situation économique avant ça était déjà globalement mauvaise. Mais Monsieur le Premier ministre, il y a eu le plan de relance de l'économie que vous avez certainement apprécié de loin. Non, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de relance. J'ai fait plusieurs interventions. J'ai fait une conférence de presse à la Chambre de commerce de Libreville. J'ai écrit des papiers. J'ai dit clairement à plusieurs reprises qu'il ne peut pas y avoir relance dans une économie qui est en déséquilibre. Écoutez, l'économie c'est comme un véhicule, comme une bicyclette. Vous abordez un virage, vous êtes déséquilibré. Est-ce que c'est le moment pendant que vous êtes déséquilibré que vous accélérez? Non. Si vous faites ça, vous capotez, vous allez partout. Les gens utilisent les termes parce qu'ils veulent parler. Ils voulaient peut-être parler de la diversification de l'économie. Il n'y a pas de diversification. Qu'est-ce qu'il y a alors, Monsieur le Premier ministre? Édifiez-nous, c'est votre domaine de compétence. Non, ma position est très simple depuis le départ. Nous sommes dans des déséquilibres. Pour pouvoir accélérer sa voiture, il faut d'abord l'équilibrer. Quand elle est équilibrée, qu'elle est bien stabilisée, alors on peut la lancer, on peut faire de très grandes vitesses. Ceux qui me connaissent savent que j'aime la vitesse, je roule assez vite quand je peux. Mais je dis aussi que c'est imprudent, lorsqu'on est en déséquilibre, de lancer sa voiture, parce qu'à ce moment-là, on est sûr qu'on va se casser la figure. Nous avons des déséquilibres majeurs. Lesquels? Des finances publiques. D'accord. Lorsque vous avez des opérateurs économiques, des entreprises, etc., des PME, lorsque vous avez une dette intérieure qui est de 200, 300, 400 milliards de francs, les entreprises à qui on doit cet argent, comment fonctionnent-elles pendant cette période? Elles ne peuvent pas fonctionner. Ces entreprises-là accumulent des frais financiers vis-à-vis des banques auprès desquelles elles ont emprunté de l'argent. Elles accumulent des frais vis-à-vis des personnels qu'elles ne peuvent pas payer parce que ces personnels-là ne reçoivent pas leur salaire, etc., etc. Elles ne payent pas les autres partenaires qu'elles avaient eus pour contacter des marchés. Elles ont pris certainement des matériaux ou des matériels à crédit pour pouvoir réaliser des opérations. Ben, quand on ne les paye pas, toute la chaîne s'arrête. Ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Déséquilibre des finances publiques. Ces déséquilibres-là obligent, de mon point de vue, l'État à d'abord rétablir l'équilibre avant de penser à accélérer. Alors, il y a des gens qui font de la phraséologie, tout ça là, bon, on les écoute parce que la relance ça fait de plaisir, on dit on va faire relance, tout ça. Ça fait c'est bien beau de tout dire ça? Ça fait bien de dire ça, ça ne veut rien dire. Alors, monsieur... C'est quand vous avez parlé de diversification. D'accord. La diversification ne se décrète pas. Ce n'est pas un décret qu'on prend en date de ce jour, le président décide que la diversification est là. Bon, on doit commencer par où quand on parle de diversification? Et pour quel résultat? On doit commencer par le commencement. Il faut créer les conditions de cette diversification. Lesquelles, par exemple? Vous êtes là pour nous aider, monsieur le Premier ministre. Le sujet est tellement vaste que je ne crois pas qu'on aurait le temps de l'aborder ici. Je vous prends un exemple. Une activité économique ne commence pas par le milliard. Le milliard n'est pas l'unité de mesure. Pour avoir 100 francs, il faut commencer par avoir 1 franc.
Vous ne pouvez pas avoir 2 francs si vous n'avez pas d'abord posé 1 franc sur la table. Ok? D'accord. 1 d'abord. C'est de 1 que vient 2. Et 2 va donner 4. 4 donnera 6 ou 8. C'est comme ça que l'économie marche. On ne peut pas commencer à avoir des capitaines d'économie qui sont maintenant à la tête d'empire, qui font 200 milliards, 500 milliards, etc. Si on n'a pas de petites personnes, des petits hommes, des petites femmes, qui ont des petites affaires qui tournent à 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Non seulement c'est nécessaire pour avoir le temps d'apprendre à gérer l'affaire, mais c'est nécessaire pour avoir le temps d'accumuler le capital qui permet de faire ça. Sinon, on arrive aux situations que l'on voit avec beaucoup de jeunes qui essayent, votre génération et tout ça là, et d'autres d'ailleurs, qui essaient d'aller très très vite et qui prennent des raccourcis pour aller au résultat, mais ces raccourcis ne sont pas bons. Donc, une économie, c'est d'abord les moyens que les gens se donnent d'apprendre à faire de petites affaires. Une petite boulangerie, d'ailleurs c'est déjà trop gros, une petite menuiserie, une petite ci, une petite ça. Mais quel est le financement que nous mettons en place pour ces petites activités? Où sont les financements? Il y a quelques années, nous avons eu des débats. Je ne reviens pas sur la question politique de 2016. Non. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Non, allez-y. J'avais invoqué ceci. L'État dit, je veux encourager les jeunes Gabonais et les jeunes Gabonaises à rentrer dans le monde des affaires. Et il met en place un fonds de garantie qui ne garantit personne. Comment ça? Si vous allez voir une banque, vous dites, je vais faire un taxi. C'est une petite affaire, un petit taxi. Ça coûte 12 millions de francs, par exemple, plus l'assurance, etc. Mais si l'État vous donne un fonds de garantie qui donne 2 millions, vous allez voir une banque, vous dites, je veux prendre un taxi qui fait 12 millions. Et dans quelle est votre garantie? Vous donnez 2 millions. Vous croyez que la banque va vous prêter les 12 millions? Pas du tout. La banque va vous dire, mais attendez, vous ne me couvrez pas. Le fonds de garantie qui existait aux petites et moyennes entreprises ne garantit personne. Aucune banque ne peut considérer ça comme valable. D'ailleurs, c'est tellement vrai que cette affaire-là est morte de sa belle mort. Mais pendant de nombreuses années, on a dit aux gens, il y a un fonds de garantie, au PME, machin, etc. Ce fonds de garantie ne garantit rien. Même la plus petite machine, 10 opérations de menuiserie, elle coûte 10 millions. Quand vous allez chercher une machine à glace qui produit les glaces, machin, elle coûte 6 millions, etc. Mais si vous amenez une garantie au banquier qui dit, moi je vous donne, je vous garantis que si je ne paye pas, on va vous rembourser, voilà un fonds qui donne 2 millions, le banquier vous regarde et dit, mais vous n'êtes pas sérieux? Ça c'est un. De deux, les banques elles-mêmes. Les banques ne sont pas dans une logique de promouvoir la petite activité économique. Elles sont dans ce qu'on appelle la fameuse règle des 80-20, c'est-à-dire elles font 80% de leur chiffre d'affaires avec 20% des opérateurs économiques. Donc les 80 autres opérateurs économiques ou 80 autres potentiels, les banques s'en moquent complètement, ne veulent même pas en entendre parler. Mais alors, tout ce que vous évoquez, on va vous laisser poursuivre, oui? Puisque vous soulevez les questions. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous pouvez montrer, vous pouvez sortir une liste de 10, 15, 20 petites et moyennes entreprises gabonaises qui sont sorties du lot avec le soutien des banquiers? Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Puisque vous connaissez les entrées et les sorties de l'économie. Il n'y en a pas. Les gens préfinancent, financent sur leurs fonds propres, etc., etc. Donc le système de financement n'est pas en place. Est-ce que ce système-là, qu'on peut déjà voir mauvais, puisque vous venez de le décortiquer, il est mauvais. Est-ce que ça impacte sur les agrégats définis par la comptabilité nationale, savoir le PIB, le PNB, et ainsi de suite? Si oui, comment faire pour les remettre en équilibre? Mais si vous n'arrivez pas à produire, le PIB c'est quoi? Le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est-à-dire, vous avez un ensemble d'entreprises qui se lancent dans des processus de production et qui produisent de la valeur. Et plus cette valeur augmente, donc la valeur que vous ajoutez au processus, plus elle augmente, plus votre richesse nationale augmente, c'est-à-dire votre produit intérieur brut augmente. Mais si vous n'arrivez pas à créer de la valeur, vous ne pouvez pas augmenter votre PIB. Notre PIB augmente en yo-yo avec les prix du pétrole, avec les prix du manganèse, avec les prix du bois. Il n'augmente pas parce que vous avez une chaîne de petites entreprises qui se met en place et qui se met à produire des choses qui ajoutent de la valeur. Alors, aujourd'hui, beaucoup accusent le coronavirus. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait déjà la situation économique du pays était déjà délétère bien avant le coronavirus. Mais il semblerait que les arguments reposent sur le coronavirus. Elle était déséquilibrée. Alors, déséquilibré, ça veut dire que ce n'était pas déjà bien. Oui. OK. Alors, en tant qu'économiste, quel avenir pour le Gabon après le coronavirus? D'abord, il faut savoir quand elle va finir, ce corona. Parce que
c'est bien, on peut se lancer dans des prévisions, dans des projections, mais quand finira-t-il? Parce que le corona, c'est une pandémie qui se répand, qui va prendre les gens, etc. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce que d'abord on va atteindre le sommet quand? Est-ce qu'ensuite, après, il y aura une deuxième vague? On n'en sait rien. Et jusqu'à quel point la pandémie va ralentir ou affecter les gens? On ne sait pas. On sait, à ce stade, vraiment, je ne crois pas que quelqu'un puisse le dire. Donc, dans quel état sera l'économie au sortir de la pandémie? Tout dépend. Si elle dure encore 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est difficile. C'est difficile, mais vous pouvez quand même essayer d'évaluer. Ce qui est sûr, c'est que l'économie ne sera plus la même du tout quand on va sortir de cette maladie. Ce sera davantage plus compliqué de la relever que de la relever après le coronavirus que de la rééquilibrer à bien avant le coronavirus? Oui. Comment? Évidemment. Comment? Bon, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, en 2018, j'ai écrit un article sur les salaires dans le secteur public. Et j'ai écrit de nouveau un article cette année sur l'ajustement inévitable qui vient. Et j'ai entendu à chaque fois des voix, des gens qui me disent non, mais c'est pas vrai, etc., etc. Mais le bon sens, j'essaie de parler avec le simple bon sens. Ce n'est pas une question d'économiste. Nous avons un certain revenu et on a une certaine masse salariale au niveau de l'État. Et les services compétents des ministères de l'économie et des finances disent qu'on pourrait avoir une baisse des recettes de l'ordre de 700 milliards. Si vous perdez 700 milliards, si vous gagnez 1 million et vous perdez 300 000 francs, est-ce que votre dépense, vos structures, l'ensemble de vos dépenses va rester intact? Il va bien falloir toucher les choses. L'État avait 1700 ou 1800 ou 1900 milliards de recettes, même s'il avait 2000 milliards. Supposons même qu'il avait 2200 milliards. S'il perd 700 milliards, ça veut dire qu'il va venir de 2000 à 1300. Ça, c'est un côté, ce qui rentre dans la poche. Mais est-ce que ce qu'il dépense va rester au même niveau? Pas du tout. Donc, forcément, le ralentissement de la recette que l'État recevait va avoir un impact sur le niveau de dépenses que nous allons avoir. Et il faut être lucide. Ce niveau de dépenses va nécessiter des coupes partout. Justement, vous le dites avec beaucoup de figures de style. Tout ce que vous dites là, en français bien ajusté, agencé, ça signifie quoi? Il y aura on va rabaisser les salaires? Non, ce n'est pas à moi de dire qu'on va baisser les salaires. Par rapport à votre analyse, le bon sens. Bien sûr. J'appelle le bon sens. Et je vous pose la question, vous et moi, nous sommes là, nous regardons la situation, et j'ai dit, vous voyez bien que l'État avait 2000 milliards de recettes. D'accord? Nous sommes d'accord avec ça. Ceux qui sont chargés de rentrer les recettes vous disent, nous allons perdre peut-être 700 milliards. Même si on fait un effort et qu'on ne perd que, non pas 700, mais 600. Même si on ne perd, non pas 600, mais que 500. De 2000 milliards, on ne dit pas on perd 100 millions, on perd un quart ou un tiers. Parce que si c'est 700 sur 2000, c'est un tiers. Si vous perdez un tiers de vos recettes, comment vous faites face aux dépenses que vous avez et qui avaient déjà un déficit? C'est-à-dire, vous aviez déjà un déficit, la quantité des dépenses que vous aviez excédait les recettes que vous aviez avant que le corona arrive. On avait déjà un déséquilibre budgétaire. Tout à fait. Si maintenant, il vient à manquer encore une somme aussi importante, c'est le bon sens de dire... Conclusion, il faut revoir les salaires à la baisse. Conclusion, il faut regarder la totalité du budget et il faut se préparer à des efforts considérables. Comment faire pour faire avaler ça à certains, aux agents publics? Ça c'est pas mon objectif n'est pas de faire avaler la chose. Non, vous avez quand même été patron de l'administration. Quelle est la politique à partir de cet instant qu'on se retrouve soi-disant coincé entre griffes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Encore une fois, ce n'est pas à moi de dire cela parce qu'il y a des gens qui sont à la manœuvre et je les gênerai en disant des choses. Parce que il faut toujours penser que si j'étais à sa place, est-ce que ça m'arrangerait qu'on fasse ça? La réponse est non. Je pense que ce que je dois faire, c'est de faire une fonction de veille, une fonction d'alerte, de dire attention, nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas jouable. Et si on ne fait pas attention,
nous pourrions être surpris. De mon point de vue, on est sur une mauvaise pente. Voilà ce que j'ai dit. C'est difficile à avaler, mais il faut nécessairement passer par là si on veut continuer à satisfaire tout le monde. Il n'y a pas que la baisse qui intervient. On peut encore avoir... Quand le budget ou les recettes de l'État, c'est deux ensemble. On peut manger aux deux bouts. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que peut-être il faut trouver les moyens d'augmenter les recettes. Peut-être qu'il y a des recettes qu'on n'a pas mobilisées d'une façon suffisante ou satisfaisante jusqu'à présent, et que peut-être il va falloir faire l'effort de les mobiliser mieux. Mais je crois que le côté réduction de la dépense, on ne peut l'éviter que si on augmente les recettes en face. Et la question c'est, dans le délai que nous avons, est-ce qu'on peut augmenter les recettes pour atteindre les proportions de la diminution des recettes qui va arriver? Ok. On vous aurait compris, Monsieur le Premier ministre. Voilà. On a largement, parce qu'on a fait quasiment plus de la moitié de l'émission sur le plan économique. Voilà. Il nous reste à peine 15 à 20 minutes. On peut rallonger, il n'y a pas de problème. On va rallonger. On va quand même arriver sur le plan politique, selon les informations relayées sur les réseaux sociaux. On voit Ndonsima revenir aux affaires, parfois retrouver l'immeuble du 2 décembre, votre bureau que vous connaissez, les ascenseurs et les couloirs, bien sûr. Parfois à la vice-primature comme vice-premier ministre en charge de l'économie, parfois ministre de l'économie ou ministre d'État. Vous avez déjà été consulté au bord de mer? Écoutez, la politique ne se fait pas sur les supputations des réseaux sociaux. Vous savez, quand on regarde ce qui... Bon, j'ai vu un journal l'autre jour qui a annoncé 4 femmes futures premières ministres. Donc, elles aussi, elles vont devenir premières ministres dans les jours qui viennent? Non, la politique ne se fait pas sur les supputations des réseaux sociaux. Et pour l'instant, je ne crois pas que ce soit la préoccupation principale que d'aller rentrer dans des spéculations politiques. Vous répondez modestement, mais si on vous appelait au palais du bord de mer, vous allez refuser si on vous proposait un poste ministériel, par exemple, pour servir l'État et faire valoir ce que vous avez dit tout à l'heure en première partie de l'émission? Vous faites des hypothèses, sinon pas de raison d'être. Un gouvernement, c'est une majorité à l'Assemblée. D'accord? Et à l'heure qu'il est, il y a un gouvernement qui a une majorité. Je ne vois pas pourquoi ce gouvernement changerait subitement de braquet pour faire autre chose. Il peut y avoir transgression de certaines lois non écrites au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Attendons que cette transgression-là ait lieu. Alors, ok, d'accord, Monsieur le Premier ministre. Chers téléspectateurs, je rappelle, puisque la répétition est l'ami de la mémoire, que vous êtes dans le dimanche politique. L'invité, c'est Raymond Ndonsima, ancien Premier ministre de la République, et il est aussi économiste. Avec lui, on fait le panorama de l'actualité nationale, tant sur le plan économique, social, culturel, et même sportif. Vous savez que c'est un amoureux des arts martiaux, donc c'est un sportif. On prend une pause et on se retrouve juste après ce jingle. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le dimanche politique. L'invité, c'est Raymond Ndonsima, ancien Premier ministre et économiste autant pour moi. Monsieur le Premier ministre, parmi les mesures prises pour essayer de compenser certains secteurs dans le cadre du coronavirus, il y a le téléenseignement. Comment avez-vous apprécié cette mesure? Je vous remercie de me poser cette question. Le téléenseignement est une nécessité. Parce que on ne sait pas combien de temps va durer en réalité le confinement de la population. Personne ne sait si, lorsque on aura atteint le pic de la maladie, il n'y aura pas une autre vague qui va venir. Il y a beaucoup d'inconnus dans le futur. Donc, il faut envisager, malgré tout, de continuer à vivre et de continuer à acquérir des connaissances, à fonctionner normalement. Donc, le téléenseignement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et les autres ministres ont parlé, est une option majeure. Mais il y a des problèmes dans cet téléenseignement. Lesquels? Premièrement, même dans une ville comme Libreville, tout Libreville n'est pas couvert en termes de
Internet à haut débit. Ce qui veut dire qu'une grande partie des gens, pour pouvoir accéder à Internet, se trouvent obligés d'acheter des unités et d'aller utiliser leurs données mobiles sur leur téléphone cellulaire. Si vous regardez ça comme étant une solution définitive, ça veut dire que les budgets des familles vont exploser à un moment où quelqu'un qui a 3 enfants, je ne dis pas 5, je parle seulement de 3 enfants à la maison, s'il doit rester connecté pendant 5 heures ou 6 heures dans la journée et qu'il les utilise vraiment, par exemple pour suivre un cours en vidéoconférence ou pour suivre des choses sur le réseau, cette personne-là va dépenser 4-5 000 francs dans la journée. S'il a 3 enfants, 3 fois 5, ça fait 15 000, multiplié par. Quel est le budget? Où est-ce que les parents vont trouver de l'argent pour faire ça? Il y a donc un problème. Et je pense que le gouvernement doit régler la deuxième partie du problème. C'est bien qu'il ait déjà envisagé cette solution de préconiser l'enseignement à distance. Il faut maintenant qu'il organise la négociation avec les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils proposent un forfait aux scolaires, étudiants et scolaires. Et dans l'arrière-pays, comment ça peut se passer? Je dis bien un forfait aux étudiants et aux scolaires. Parce que, où que vous soyez dans le pays à l'heure actuelle, à 80-90% du pays, peut-être, les gens ont un téléphone portable. Donc, si les gens ont un téléphone portable, ça veut dire qu'ils peuvent aller se connecter sur ce téléphone portable. Mais il faut que les coûts arrivent à être accessibles à tout le monde sans que ça ne fasse exploser les budgets des familles. Et pour l'instant, le fait d'acheter des unités ordinaires n'est pas une solution satisfaisante. Alors, il y a également eu le problème des kits alimentaires aujourd'hui. Par rapport à la banque alimentaire, nous sommes toujours dans l'économie, parce qu'on ne peut pas être membre de la banque alimentaire si on n'a pas des prérequis au niveau de l'économie. Alors, ça a été bien pensé. Je pense que vous allez dire oui, peut-être pour ne pas frustrer les autres, mais objectivement, dites-nous un peu. C'est une question délicate. À mon avis, nous sommes partis sur des concepts qui n'étaient pas pertinents par rapport aux problèmes qui étaient posés. Gabonais économiquement faible. Voilà. Ainsi de suite. La notion de Gabonais économiquement faible n'a pas de sens dans ce contexte. Elle n'a absolument pas de sens. Pourquoi? Parce que si on a fait un recensement sur les enquêtes budget et consommation avant la pandémie, on a pu avoir une idée de ce qu'était une population de Gabonais économiquement faible. Sauf que la femme qui vend au marché, qui achetait 20 régimes de bananes, qui les vendait au détail, et qui par régime de bananes faisait 500 francs de marge, c'est pas beaucoup. Si elle fait 20 régimes, multiplié par 500 francs, ça lui fait 10 000 francs de gain dans la journée. Dans un mois, cette femme-là faisait entre 240 et 300 000 francs de gain. Elle n'était pas dans les économiquement faibles. Elle louait sa maison, elle achetait sa nourriture, elle n'avait besoin de personne. Quand on a fait les enquêtes sur les économiquement faibles, elle n'était pas intégrée dedans. Mais le jour où on dit, vous ne pouvez plus exercer votre activité et gagner vos petits 500 francs, ce jour-là, elle a basculé du tout au tout. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien qui est venu remplacer le gain qu'elle avait à la journée. La petite femme qui faisait la pédicure, manucure au bord de la route, qui gagnait 500 francs. Si elle faisait 10 pieds, elle avait 5 000. Si elle avait 20 pieds, si elle avait 20 personnes, 20 clients, elle avait ses 10 000. Mais à 10 clients, c'est 5 000, multiplié par 30 jours, elle avait 150 000 francs. Elle ne vous demandait rien. Elle avait de quoi payer son petit, etc., etc. Et du jour au lendemain, elle bascule dans la partie où elle n'a rien. Elle n'a ni les assurances, ni quoi que ce soit. Donc, ce concept-là n'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation? Mais je vais plus loin que ça. Ce concept n'est pas pertinent. Et on a fait une deuxième distinction entre les Gabonais et les non-Gabonais. Mais quand on dit ne bougez pas, restez confinés. Il n'y a pas que les Gabonais qui sont confinés. Tout le monde est confiné. Donc, en toute logique, on aurait dû apporter un soutien à tout le monde et demander à tout le monde de ne pas bouger. Mais peut-être qu'ils ont estimé que si on vient par exemple au portail de M. Raymond Nonsima, il n'est pas économiquement faible. Je ne parle pas de Nonsima ou des fonctionnaires. C'est un exemple. Parmi les gens qui n'étaient pas concernés par le problème, tous les fonctionnaires ont reçu leur salaire à la fin du mois de mars, puis à la fin du mois d'avril, puis à la fin du mois de mai, ils n'étaient pas concernés.
ils ne sont pas devenus économiquement faibles du fait du Covid et de la Covid. Et ils avaient déjà, certains d'entre eux, des problèmes qui sont restés les mêmes, mais ils ne le sont pas devenus du fait de la maladie. Alors, une question quand même assez directe. Hein. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a mis en place, j'ai envie de dire, a décaissé pour essayer de compenser tout cela, 250 milliards, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, alors, avec tout ça, est-ce que vous pensez que tout ce qui a été fait entre l'eau, la gratuité en eau, en électricité, les kits alimentaires, et ainsi de suite, est-ce que ça a été bien réparti? Je ne sais pas. On vous donne le même budget, qu'est-ce que vous allez mettre en priorité? Je ne sais pas, je ne peux pas critiquer ce point. Je vais vous dire pourquoi. Tant qu'on ne soit pas le tableau détaillé de la façon dont l'argent a été dépensé, je ne vois pas comment je pourrais parler. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mais si on vous donne, face à la situation actuelle, la même somme, vous pouvez commencer par où? Quelle est l'urgence en fait? Non, pour critiquer la façon dont ça a été utilisé, il faut déjà que je vois le tableau et je me dise, ah si c'était moi, je n'aurais pas mis ça là, j'aurais plutôt mis ça ici. Donc je n'ai pas le tableau d'utilisation des ressources. Vous avez quand même une idée de l'urgence, là où on pouvait quand même rapidement commencer. Je ne sais pas, honnêtement, je n'évite pas la question. Je n'ai aucune idée de la façon dont on a distribué. Je suis dans un quartier, je vis dans un quartier populaire. Je n'ai pas vu de distribution de nourriture dans mon quartier. Peut-être parce que vous êtes dans la barrière, hein, vous n'aurez pas vu. Ça peut arriver. Détrompez-vous, je suis dans mon quartier. Vous sortez, vous regardez un peu tout le monde, en contact avec le chef de quartier et tout le reste. Je n'ai pas vu la distribution. Peut-être qu'elle a eu lieu par un autre mécanisme. Donc je ne sais pas qui a été servi, qui n'a pas été servi. Alors, on va revenir en politique. Je vous posais la question tout à l'heure sur votre, en fait, les supputations sur votre potentiel, j'ai envie de dire, retour aux affaires. On vous sent un peu réticent de la chose politique depuis 2016. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un mauvais souvenir? Je suis lucide. C'est-à-dire? Un homme politique va au combat, il obtient un résultat et il tient compte de ces résultats et il dit voilà ce que j'ai. Et je ne peux pas aller me prévaloir d'un résultat devant des gens alors que je n'ai pas eu ces résultats. J'ai dit un certain nombre de choses en 2016. D'accord. C'est toujours désagréable d'avoir à dire aux gens, mais j'avais raison, je vous l'avais dit. Mais si vous regardez bien, malheureusement, j'avais raison, je vous l'avais dit. Hein? Alors, donc, j'essaie de rester en face de mon résultat et de ne pas venir rabâcher tous les jours aux gens, à leur dire à la figure, mais vous savez, je vous avais dit ça, ça ne sert à rien. Mais beaucoup vous attendaient, par exemple, aux législatives en 2018 dans votre canton. Je n'étais pas intéressé. Qu'est-ce qui justifiait cela? Rien, j'ai tenu compte de la réalité politique. Laquelle? Mais le canton n'avait pas forcément besoin que je vienne. Il fallait donner la place à de plus jeunes. Ils se sont présentés. On m'a posé la question. Il dit non, allez-y, je n'ai pas de problème avec ça. Vous avez quand même soutenu quelqu'un? Je n'ai soutenu personne. Ah, ok. 2023, c'est dans 3 ans exactement. Les Gabonais iront aux urnes pour... Peut-être. Vous êtes sceptique? Ça n'aura pas lieu? Je n'en sais rien. Faut trouver... Dites-nous exactement, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose peut se passer avant 2023 parce que votre peut-être, il n'est pas très rassurant. Surtout quand ça vient d'un don ciment. L'avenir appartient à Dieu. D'accord, mais on retient quand même que pour l'instant, c'est 2023. Vous savez, c'est ma règle. Beaucoup de gens que je fréquente n'aiment pas que je dise ça. Et pourtant, c'est la vérité. L'avenir appartient à Dieu. Ok, d'accord. 2023, c'est dans 3 ans. Les Gabonais iront aux urnes pour choisir le président de la République une fois de plus. Voilà. Alors, vous serez encore candidat comme en 2016 ou bien vous allez adouber le candidat qui sortirait de l'opposition ou de la majorité? Je viens de vous répondre. L'avenir appartient à Dieu. Oui, 2023, vous pouvez pas me demander de tirer un chèque aujourd'hui en faveur de quelqu'un que je ne connais pas et de dire à l'avance, je soutiendrai quelqu'un que je ne sais pas, sans savoir quel va être le contenu de ce qu'il va amener sur la table. On s'inspire de la lumière du passé pour mieux s'orienter sur l'obscurité de l'avenir. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous pose un peu cette question. C'est pour ça que je réponds. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer en 2023. Comment voyez-vous la situation politique du Gabon? Un peu vaseuse. C'est du gros français, ça. En français facile. Comme disent nos confrères, le journal en français facile. Les positions sont, comment dirais-je, bloquées. On est chacun cantonné, disons ça comme ça. Est-ce que ça aussi c'est un gros français? Chacun est dans sa position
il regarde et il se dit j'ai raison ou bien j'ai tort, ou j'ai raison et l'autre dit j'ai raison, chacun j'ai raison, et on est figé comme ça. Comment appréciez-vous cette situation? Elle a lieu d'être dans un pays de moins de 2 millions d'habitants. Mais même dans une maison où il y a un homme, une femme et 3 ou 4 enfants, il peut y avoir des positions qu'on n'arrive pas à réconcilier. C'est pour ça que parfois il y a des divorces. Parce qu'on n'arrive pas à tout à fait. Alors, où situe Ndonsima aujourd'hui? Dans l'opposition encore ou bien dans la majorité? Dans le Gabon. Oui, le Gabon. Depuis toujours. Nous sommes dans un système démocratique où il y a la majorité et l'opposition. C'est le processus démocratique. J'ai un libre jugement des choses. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. D'accord. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui. Il y a des choses que j'ai écrites, je vous rappelle, j'ai écrit 3 essais. Mais ce n'était pas aussi très clair dans le livre pour certains. Très très clair mes essais. Le problème est que vous n'avez pas pris la peine un seul jour de me dire, bon, monsieur Ndonsima, venons, on va débattre de votre essai. Vous seriez surpris de voir la clarté de cet essai. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'opposition avec des individus. Je n'ai aucune opposition, aucun problème avec aucun individu. Que ce soit dans la grande famille de l'opposition, avec ses différentes composantes, ou dans les grandes familles, dans la majorité, ou dans le camp présidentiel, avec ses différentes composantes. Je n'ai pas ce genre d'opposition. J'ai des oppositions sur des questions de principe. J'estime que la façon dont nous gérons le pays, la façon dont le pays a été géré, la façon dont on choisit les choses, n'est pas de nature à nous amener vers les meilleures solutions. Cette critique-là, cette façon de parler, est perçue comme une critique. Mais elle est perçue et par les gens de l'opposition et par le camp présidentiel comme une critique. Et pourtant, quand on regarde les faits me donnent raison. Par exemple, toutes les sociétés du monde qui progressent mettent en avant le mérite, pas le copinage, pas les relations de famille, pas les relations d'amitié, le mérite, dans lequel on donne un avantage positif ou une sanction à la personne qui est en charge de quelque chose. À partir du moment où vous n'avez pas de sanction, positive ou négative, vous ne pouvez pas espérer participer à la compétition. Or, le monde est en compétition permanente. Et nous, on ne peut pas dire, bon, la compétition, là, nous, ça ne nous regarde pas, nous, on est ailleurs. On est ailleurs où? Sur la Lune? On est sur Terre. On est dans la compétition sur Terre. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de terminer cette émission, quand même une information assez triste. La toile s'est emballée suite à la disparition d'un de vos anciens collaborateurs. Et beaucoup vous accuseraient peut-être d'être à l'origine. La toile s'est emballée, chacun allait de son commentaire. On a Ndonsima sur le plateau, peut-être nous apporter sa part de vérité. Merci. Non, je pense que ça fait partie des confusions regrettables qu'on a dans notre pays. Un aide de camp du Premier ministre, c'est une fonction élevée, une grande fonction. N'arrive pas là n'importe quel officier supérieur. J'avais un commandant d'armée qui a été remplacé par un autre commandant d'armée. Lorsqu'arrive cette personne dans cette fonction, elle n'est pas l'aide de camp de M. Ndonsima. C'est une réduction que je trouve insupportable. C'est l'aide de camp du Premier ministre de la République. La preuve de ça, c'est que ce monsieur, ce colonel-là, a été aide de camp pendant que j'étais Premier ministre, puis aide de camp pendant 3 ans avec celui qui m'a succédé, puis aide de camp pendant encore 6 mois ou 5 mois avec le deuxième Premier ministre qui est venu derrière. Ça veut dire qu'il a servi 3 premiers ministres différents. Ce n'est pas normal que l'on écrive à la télévision aide de camp de M. Ndonsima. C'est l'aide de camp du Premier ministre. C'est un officier supérieur des armées, des forces armées gabonaises, qui est attaché à une fonction élevée, celle de aide de camp d'un Premier ministre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, c'est, disons, je trouve ça plus réducteur, machin, etc. Ce n'est pas qu'on veut me rattacher, moi. Quand j'ai fait le correctif que j'ai fait, ce n'est pas parce que je crains qu'on me rattache. Quand on est aide de camp d'un Premier ministre, quand nous nous sommes séparés, quand je suis parti de la fonction de Premier ministre et qu'il est resté avec celui qui m'a succédé, à quel moment croyez-vous que ce monsieur va quitter
le Premier ministre avec lequel il travaille pour venir me voir chez moi. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Et c'est normal. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche que je lui fais. C'est normal parce que son temps d'occupation est tel que l'aide de camp est celui qui voit le Premier ministre. Quand il va je dirais quand il rentre dans ses appartements et quand il se lève le matin, c'est lui qui est le premier qu'il voit. À quel moment il va partir pour venir me voir moi? Il n'a pas ce temps-là. Deuxièmement. Troisièmement, nous sommes partis vers des spéculations qui sont malsaines. C'est une situation dans laquelle nous sommes devenus coutumiers de ce genre de considération. Un homme meurt. Moi, je ne l'ai pas vu depuis 6 ans. Il est dans un camp militaire où je n'ai pas mis les pieds depuis je ne sais pas combien d'années. Il meurt, je n'ai pas entendu un officier de police judiciaire dire « je trouve cette mort-là suspecte ». Je n'ai pas entendu, ni à la police judiciaire, ni à la DG, ni au DGSISM, quelqu'un dit « la mort-là me paraît bizarre ». Je n'ai pas entendu un procureur de la République dire « je considère qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vais engager une investigation ». On peut dire « bon, le procureur et les services d'investigation de la police sont de connivence ». Mais je n'ai pas entendu un membre de sa famille émettre un point de vue en disant « je ne suis pas d'accord avec l'attitude ou la position que le procureur ou la police judiciaire prennent. Pour moi, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui me donnerait à moi le droit de sortir de chez moi et d'aller me mettre sur la place publique pour dire « je trouve que le décès là est louche ». Sur quelle base? Si on me demande de justifier, quels sont les arguments que je vais évoquer? Oh, la toile s'est emballée en me disant « vous n'avez pas pris la parole pour dire que sa mort est louche ». Soit dit en passant, on n'a pas dit la même chose à mon successeur, ni à l'autre qui est venu derrière lui. À aucun des 2 autres premiers ministres qui l'a servi, cette question n'a été posée. Pourquoi c'est moi qui dois venir sur la place publique pour dire « bon, cette mort-là est suspecte ». Je répète, avec quels éléments? Moi, je veux bien, si quelqu'un me donne matière à protester, oui, je peux parler. Mais si je n'ai pas d'éléments, pardonnez-moi, je dois être dans une république, je dois m'en tenir au lot. Parce que sinon, c'est plutôt moi qui risque d'être interrogé pour dénonciation calomnieuse ou quelque chose comme ça, ce que je ne peux pas faire. Alors, toute dernière question, avant de terminer. Monsieur le Premier ministre, la fonction de Premier ministre est tant convoitée au Gabon, avant de nous quitter, puisque ça fait la une de l'actualité dans les réseaux sociaux. Combien gagne un Premier ministre gabonais chaque fin du mois? Combien gagne un Premier ministre? Mais vous avez regardé les décrets qui parlent de ça. Vous êtes mieux placé puisque vous avez été Premier ministre. Le décret qui définit la fonction de la fonction de Premier ministre n'est pas convoitée pour le salaire qu'elle donne. Il gagne combien d'abord, partons de là? Moins que certains chefs d'entreprise. Oui, mais ça est un montant, c'est un coût. À la fonction publique, on sait que si vous rentrez avec le bac, vous aurez tant, vous rentrez avec la licence, vous aurez tant. Vous savez qu'il y a un décret qui donne. Malheureusement, vous êtes mieux placé puisque vous êtes passé à la primature pour savoir combien. Les décrets qui parlent. C'est quelque chose de confidentiel? Non, le décret, c'est un décret public, vous allez le voir. C'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que la fonction de Premier ministre n'est pas convoitée pour le salaire qu'elle donne. Elle est convoitée pour le prestige que ça implique. Parce que, qu'on le veuille ou non, dire de quelqu'un qui occupe la fonction de Premier ministre, c'est quand même reconnaître que cette personne-là vient dans la grille protocolaire de l'État, elle vient en deuxième position. Bon, s'il y a un vice-président, machin, mais il vient dans les 2-3 premières personnalités de l'État. Donc ce n'est pas, même quel que soit ce qu'on pense du régime, de ci, de ça, mais lorsque quelqu'un occupe cette position, il est dans une position prestigieuse. Prestigieuse. C'est le prestige. À l'heure actuelle où la fonction de Premier ministre bat son plein, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux, vous aurez une préférence pour dire, bon, moi, actuellement, s'il faut un Premier ministre, par exemple, si le président de la République se séparait de celui-ci, il faut tel, ou bien c'est vous-même? Mais j'ai été Premier ministre. Est-ce que vous croyez que j'aurais été content que quelqu'un fasse ce genre de spéculation sur moi? Non. J'estime que quelqu'un est Premier ministre, il est en position, sa tâche n'est pas facile, parce qu'on ne voit que le côté honneur et prestige. Il ne gère que les crises. On ne voit pas... Ah bon? Je ne sais pas. C'est une parole publique. Peut-être, je n'en sais rien. Mais on ne voit pas les peines
les douleurs, les difficultés qu'il y a. Donc c'est quelqu'un qui est dans une position complexe et je crois qu'il est bon de ne pas ajouter la difficulté à la difficulté. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous rappelle que l'invité, c'était M. Raymond Donsima, ancien Premier ministre de la République et économiste de formation. Monsieur le Premier ministre, merci d'être passé sur ce plateau. Avec vous, on a quand même essayé d'aller en profondeur sur certains points et on espère vous revoir toujours pour parler du Gabon lorsque cela est nécessaire. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes et comme j'ai coutume de le dire, l'avenir reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir. Bonsoir.